Sacha Houlier, député Place publique de la Vienne, ayant voté pour la loi sur la fin de vie, est notre invité, tout comme Laurent Frémont, enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po, qui lui s'est mobilisé ces derniers mois contre cette loi. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, qui souhaitez réagir. Je sais, monsieur le député, que je dois vous laisser à 16h40. J'avais encore beaucoup de déclarations politiques à vous faire écouter, mais on les écoutera après. Je pense qu'il est prioritaire de vous faire échanger peut-être avec les auditeurs d'Europe 1. On est notamment avec Michel qui nous appelle de Dijon. Bonjour Michel. Oui, bonjour à tous. Oui, alors je précise que je suis âgé de 92 ans, que j'ai encore mes facultés cognitives. Bon, j'ai d'autres maladies, naturellement, qui m'ont conduit là. J'avais dit à votre interlocutrice qui est chargée de trier les réponses, là, les demandes. Les appels, oui. Les appels, voilà. J'avais dit que j'avais eu des cas où j'avais assisté à des fins de vie dans ma famille, et notamment, ma femme. Alors, elle avait bénéficié, je résume, d'une greffe de rein dans l'abdomen, là, c'est à Lyon. Et puis, pendant 7, 8 ans, 8 ans, disons, ça a marché à peu près, puis après, le greffon a donné des signes de faiblesse. Et puis, j'allais chercher des médicaments qui l'ont tué, ce greffon. Peu à peu, j'allais les chercher au CHU de Dijon, parce que ça n'était pas vendu en pharmacie. Alors, à un moment donné, donc, le chef de service a dit à ma femme qu'on ne pouvait plus rien faire pour elle. Et à ce moment-là, elle a cherché à se suicider. Je passe, j'ai essayé de l'empêcher. Et puis, elle a été conduite donc en néphrologie. Je résume. Et puis, là, naturellement, elle a appelé son frère et moi-même, n'est-ce pas, pour nous dire qu'elle souhaitait, en somme, l'euthanasie active. Et on nous avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors moi j'ai dit je vais essayer de faire quelque chose. Donc j'ai demandé au chef de service, il m'a dit non, il m'a traité de sans cœur, je sais pas quoi, qu'il ne pouvait pas le faire. Alors je lui ai dit peut-être vous pouvez peut-être endormir ma femme après. Alors il a dit ah oui, ça on peut, mais ça n'a jamais été fait. Et puis une nuit on m'a appelé en me disant votre femme vient de décéder. Et alors je vois dans la chambre où elle était isolée la machine à dialyser. Or je savais pertinemment qu'elle ne pouvait plus la supporter, on nous l'avait dit avant. Et l'infirmière à qui j'ai fait cette remarque m'a dit simplement moi j'ai obéi aux ordres. Donc ma femme a été quand même vous voulez dire que même... J'ai compris, Michel, vous voulez dire que votre femme, même si l'euthanasie n'était pas légale à l'époque, a vécu une forme d'administration de la mort sans que cela ne soit officiel, si je ne m'abuse, Michel. Voilà, c'est ça. Et par votre témoignage, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y a une forme d'hypocrisie à travers cette loi? J'ai un autre cas de mon père qui avait un cancer généralisé. Et là, c'est le service qui a pris l'initiative de nous dire alors, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de gaz dans le sang, etc. Est-ce qu'on met en route le cocktail? C'était un cocktail létal, quoi. Et là, ça s'est fait aussi calmement. Mon père est décédé sans douleur. En étant donc, si je comprends, Michel, vous êtes favorable à la loi qui a été votée hier pour que ça vienne légaliser et créer un cadre légal sur des choses qui... Mais bien sûr. D'accord, mais écoutez, c'est votre avis, c'est votre regard. Moi, j'entends ce qui vous est arrivé, Michel. Mais c'est là encore une fois très personnel. C'est-à-dire que je ne me fais pas à l'idée qu'un médecin aura dans sa carrière en tête qu'il peut administrer la mort, ou du moins que l'administration de la mort est désormais quelque chose de légal. Pour moi, le médecin
a comme boussole et comme objectif de vie, au quotidien, ce qui l'anime, c'est comment soigner, comment sauver, et non comment administrer la mort. Mais c'est un rapport différent, et encore une fois, je ne juge pas votre avis, vous avez bien compris, cher Michel. Oui, non, mais je dis, c'est pas le médecin qui décide, c'est le patient qui dit je ne veux plus vivre. C'est pas pareil. Le médecin n'est qu'un outil, c'est tout. C'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est un administrateur d'un produit létal, il administre la mort. Il n'a rien à se reprocher, le médecin. Non, Michel, on va poursuivre la discussion, mais comme Sacha Houlié est avec nous et il doit nous quitter à 16h40, il nous reste qu'une petite minute 20 avec le député Houlié qui est favorable à cette loi. Monsieur Houlié, est-ce que vous êtes favorable à la peine de mort ? Ah non, je crains que non. Enfin, pour le coup, je crois que ça n'a pas de lien entre les deux textes. Je sais qu'il a été fait par des opposants, ce lien, mais la différence majeure entre ces deux mesures, elle est de la volonté du patient qui est atteint d'une maladie incurable, qui réitère une volonté à de multiples reprises et qui remplit des conditions qui ont été strictement énumérées par le législateur. En revanche, ce que montre le propos de votre auditeur, c'est qu'il y avait une forme, peut-être pas d'hypocrisie, mais de non-dit dans la société française, et puis aussi de sécession entre ceux qui avaient les moyens de se rendre à l'étranger pour avoir ce type de pratique, y compris dans des frontières qui sont très proches des nôtres, en Belgique, en Espagne, en Suisse, et puis ceux qui ne le pouvaient pas et qui finalement dépendaient de bon vouloir ou de la dégradation de l'état de santé de leurs proches, qu'ils ne savaient plus comment accompagner. Et vous manquez de temps, mais on sera avec Jérôme dans quelques instants, médecin hospitalier, qui est lui farouchement contre cette loi, mais chose promise, chose due, monsieur le député. Il est 16h40 et nous avons eu le plaisir de pouvoir échanger pendant 40 minutes ensemble. Je vous en prie. Et j'aurai le plaisir, j'espère, dans les prochaines semaines ou les prochains jours, à vous recevoir dans le studio d'Europe 1. Et nous aurons... qu'on fera mieux quand la session sera terminée et qu'on aura plus de temps. Merci beaucoup Sacha Houlié, député Place Publique de la Vienne, ayant voté pour la loi sur la fin de vie. Jérôme est en direct avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Elliot Deval. Merci de nous appeler docteur. Merci à vous. Vous avez pu écouter, j'imagine, l'échange entre Sacha Houlié, donc député qui a voté favorablement pour cette loi, et Laurent Frémont, enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po, qui lui est contre et qui s'est mobilisé d'ailleurs contre cette loi. Oui, tout à fait. C'est un échange qui est intéressant. Personnellement, je suis plutôt opposé à cette loi, même si je respecte bien sûr les personnes qui ont des avis contraires, comme la personne qu'on vient d'entendre. J'estime que c'est vraiment une rupture anthropologique par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Une rupture anthropologique et une rupture avec le serment d'Hippocrate et la conception que l'on se fait et que personnellement je me fais de la médecine depuis Hippocrate. Et je me pose surtout la question, d'un point, et là je m'adresse aux spécialistes en droit, quid de la clause de conscience et comment concrètement ça va se passer si je refuse ou si un autre de mes confrères ou une autre de mes consoeurs refuse cette aide active à mourir. Laurent Frémont. Sur le serment d'Hippocrate, il va malheureusement devoir être réécrit, comme c'est arrivé dans d'autres pays. Et sur la clause de conscience, certes, elle est prévue dans le texte, mais elle vous oblige à un réadressage vers un autre confrère. Donc il y a une forme aussi de participation indirecte à ce geste, parce qu'il vous faudra trouver quelqu'un prêt à... Et sans délai, me semble-t-il. Exactement, c'est écrit littéralement sans délai à faire le geste. Donc bon courage, surtout si vous n'en trouvez pas. Et par ailleurs, il faut bien avoir en tête que les établissements ne pourront pas refuser que l'acte létal se produise en leur mur, puisque les directeurs seront tenus, c'est les mots de la loi, c'est extrêmement violent, tenus d'organiser l'acte létal, même si personne dans l'équipe ne souhaite y contribuer, en faisant venir un intervenant extérieur. Et donc, c'est une violation, je trouve, des projets éthiques, des projets de santé, des établissements, notamment les EHPAD,
les services de soins palliatifs qui vont être tenus d'organiser en leur mur cet acte létal. Je voudrais saluer, parce que nous sommes en direct avec Jérôme et Michel, 92 ans, qui nous appelait depuis un établissement de santé. Merci beaucoup, cher Michel, et à très vite, j'espère, parce que c'est peut-être l'auditeur le plus jeune que nous avons sur Elliott de Vallée-Vous. Jules Torres et Elisabeth Assayag. Non, mais le débat que nous avons depuis 45 minutes, je trouve extrêmement intéressant, puisqu'il nous montre que, d'abord, ce texte, il n'y a aucun consensus, parce que c'est quand même ce qu'ont voulu nous expliquer les défenseurs et les fervents défenseurs partisans de ce texte-là, que ce soit de l'association de l'aide à mourir dans la dignité, et je mets beaucoup de guillemets, que ce soit Olivier Falorni qui était le rapporteur de cette loi initialement, qui est depuis maire de La Rochelle, mais qui n'a eu de cesse de soutenir cette loi, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans l'opinion française. Quand vous faites des sondages, alors évidemment, le score il est plus élevé chez les Français quand vous parlez d'aide à mourir, il est moins élevé quand vous parlez d'euthanasie, mais c'est bien le mensonge sémantique de ce texte initialement, c'est qu'on ment sur ce texte-là. Ensuite, chez les politiques aussi, on nous disait que c'était transpartisan. Non, moi quand je regarde le détail des votes d'hier, je vois un clivage extrêmement classique entre les partisans du progrès, les progressistes, donc que ce soit l'extrême gauche ou les amis de monsieur Attal et de monsieur Houllier, de Place Publique, du Parti Socialiste et d'Ensemble pour la République, et un bloc que je nommerais plutôt un bloc conservateur, avec les gens du Rassemblement National, avec les membres du groupe UDR, donc je rappelle que c'est le seul groupe qui a voté unanimement, et il a voté unanimement contre les 17 députés de ce groupe, et il y a plutôt les centristes, le centre droit, où là c'est plutôt divisé 50-50. Donc c'est pas du tout un sujet consensuel, c'est pas du tout un sujet transpartisan, c'est un vrai sujet de société, et on voit dans les prises de position, je veux pas faire de mauvais procès à monsieur Houllier, je n'en sais rien, et je ne sais pas s'il a lu absolument ce texte, mais nous, dans 100% politique, il a eu le mérite au moins d'accepter les échanges au lendemain du vote. Comme Richard Ramos, député Modem hier, et on lui posait des questions extrêmement précises, et je veux pas l'accabler parce que lui aussi a eu le courage de venir et pour dire qu'il a voté ce texte, et d'ailleurs il disait que peut-être il regretterait dans quelques années, c'est pas impossible, mais quand on a un député qui a voté le texte et qui nous dit a priori ça c'est pas dans le texte, sur un sujet aussi important, c'est pas possible. A priori n'est pas possible. Moi je veux que de la certitude, même si c'est extrêmement compliqué d'avoir de la certitude. Quand on vote une loi aussi importante, aussi vertigineuse, il n'y a pas d'a priori, il n'y a que de la certitude. Et puis il faut dire que certes il y a eu plusieurs votes à l'Assemblée nationale, mais que les heures de débat se sont déroulées très régulièrement, trop régulièrement, dans un hémicycle quasiment vide. Et si on veut être vraiment taquin, on peut dire que le Parlement est contre cette loi. Puisque certes, 50,4% des députés ont voté pour, le Sénat a plutôt, mais avec une majorité beaucoup plus grande, voté contre. Alors je veux bien que c'est la Chambre des territoires, c'est pas la Chambre du peuple, mais le Parlement a voté contre. Et puis j'aurais aimé, mais on a manqué de temps, demander à Sacha Houlier s'il était favorable à ce que cette loi soit validée ou votée, du moins, par référendum. Donc on demande au peuple de le voter. 16h45, encore une fois, on a une courte pause. Juste sur les débats, pour avoir tout regardé depuis le début, moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette forme de dialogue de sourds, avec des députés qui avançaient des arguments très rationnels, très intelligents, très structurés, et un gouvernement et des rapporteurs qui balayaient tout ça d'un revers de main avec une très forte désinvolture. Un rapporteur qui est prof d'histoire-géographie et qui donne des leçons à un médecin urgentiste comme Philippe Juvin, ça peut interroger. Professeur de médecine en plus. 16h46. Courte pause, on revient dans un instant. On sera avec Stéphane qui nous appelle depuis la Bretagne et je vous ferai écouter les premières réactions politiques après le vote de cette loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté, définitivement adopté à l'Assemblée nationale hier après-midi. Restez avec nous. Je vais vous proposer quelques réactions politiques alors que l'Assemblée nationale a adopté la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté hier. Donc par un vote qui s'est joué à pas grand-chose, mais le suicide assisté et l'euthanasie sont définitivement adoptés à l'Assemblée. Je vous propose d'écouter d'abord Bruno Retailleau qui a parlé d'une loi d'abandon, l'ancien ministre de l'Intérieur et sénateur désormais. Ça n'est pas une loi de fraternité, c'est plutôt une loi d'abandon, pour plusieurs raisons. Ma crainte, voyez, c'est qu'on fasse peser sur les souffrants, ceux qui sont au crépuscule de leur vie, cette question qui est insupportable, inhumaine, qu'ils devront se poser. Suis-je devenu un poids pour mes proches et pour la société? Est-ce qu'il ne faut pas en finir plus vite? Ce qui est terrible, vous voyez, c'est que en France, on a un énorme déficit. Le vrai scandale, il est où aujourd'hui? Le vrai scandale, c'est qu'il y a à peu près 500 personnes
par jour qui meurent sans pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Mais regardez le système de santé, ça craque de partout. Entre une injection ou une capsule qui ne coûte rien et des soins palliatifs qui coûtent très cher, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir dans notre société une pression financière, économique. C'est ça qui est difficile. Et je vous propose d'écouter le ministre en charge des relations avec le Parlement qui devait hier, mais ça a été reporté. Le cocktail, effectivement, pour célébrer. Alors, ça a été contesté par le ministre, mais c'était présenté ainsi par les membres du CESE. Par le mail qui a été envoyé à toutes les personnes invitées. Nous vous convions à un cocktail pour célébrer l'adoption de la loi sur la fin de vie. Et le ministre des Relations avec le Parlement nous a dit qu'il n'y aura pas de cocktail ni de nourriture. Et pourtant, dans le mail, il y avait bien, je cite, « Si vous avez des contre-indications alimentaires, merci de le préciser ». Non, c'est invraisemblable. Mais dans le mail du ministère des Relations avec le Parlement, il n'y avait pas le terme de cocktail. C'est dans le message d'information qui a été envoyé par le CESE. Exactement. Qui est la Convention citoyenne. Elisabeth Assaya, quel regard vous portez sur l'échange ? Et c'est vrai que habituellement, c'est le ticket gagnant qui mais aujourd'hui, qui a à la main. Oui, mais là, le sujet est bien trop important, bien trop grave. Oui. Sur cette loi, moi, j'appelle un peu ça la loi du renoncement. Ah, c'est intéressant. Ouais, parce que je trouve qu'on a renoncé à se battre, alors que normalement, on doit protéger. C'est mon avis, il n'engage que moi. On doit protéger la vie jusqu'au bout. On ne doit pas soigner pour tuer. Ça ne va pas ensemble. Et en même temps, quand je regarde, par exemple, le tweet sur X de Charles Bietri. Charles Bietri, ancien journaliste sportif, atteint de la maladie de Charcot. On sait que ce type de maladie dégénérative, il n'y a pas d'issue. La seule issue, c'est de voir sa dégradation et sa fin de vie en direct. Et lui, il a tweeté en disant « Je n'irai pas mourir en Suisse. Grâce à cette loi, je le résume, pouvoir mourir ici auprès de mes proches. » Donc j'ai aussi envie de comprendre ces personnes atteintes d'une grande souffrance. Et en même temps, je trouve que les soins palliatifs devraient être beaucoup plus approfondis, avec beaucoup plus de moyens, et pas aller directement vers cette loi du renoncement. Ah justement, Jérôme, vous qui êtes médecin hospitalier, vous répondez quoi à un Charles Bietri qui a été l'un des porte-voix de cette loi adoptée désormais sur légalisant l'euthanasie et le suicide assisté, Jérôme? Eh bien, effectivement, je pense que l'accent aurait plus dû être mis sur l'accès aux soins palliatifs et la facilité d'accès aux soins palliatifs, et plus de moyens pour les soins palliatifs, plus de moyens humains, matériels, de lits de soins palliatifs, plus d'unités de soins palliatifs, d'équipes mobiles de soins palliatifs, pour aider les patients qui sont dans ces situations, plutôt que sur cette aide active à mourir qui est effectivement une solution qui pose beaucoup de problèmes éthiques et qui ne répond pas forcément aux demandes de toutes et tous. Mais sauf que pour une maladie comme la maladie de Charcot, est-ce que les soins palliatifs permettent de soulager la douleur et d'accompagner jusqu'au bout le patient ? Alors, je ne suis pas spécialiste de la maladie de Charcot, j'ai une autre spécialité. Pour des raisons d'anonymat, je souhaite ne pas la dévoiler, mais pour ce qui est des maladies que je traite au quotidien, qui sont plus des maladies cancéreuses, on a, oui, les moyens de soulager les patients jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle. Laurent Frémont est également avec nous. Alors, vous êtes enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po. Donc c'est très intéressant cette question de la Charcot. maladie de Charcot. Ouais, parce qu'effectivement, c'est une maladie horrible qui vous enferme dans votre corps. Mais pour en avoir beaucoup parlé avec des spécialistes de Charcot, aujourd'hui, par les limitations au traitement, vous pouvez partir endormi, apaisé, dans des très bonnes conditions, lorsque vous souffrez de la maladie de Charcot. En tout cas, je regrette que ce soit devenu un peu un étendard du débat, parce que ça met une pression très forte sur les personnes qui souffrent de cette maladie. Mais en tout cas, il faut bien souligner que cette loi n'est pas faite pour ces cas un peu limites, ces cas exceptionnels comme la maladie de Charcot, mais qu'elle va concerner plusieurs centaines de milliers de personnes. Plus d'1 million de personnes. On a déjà 1 million d'éligibles. Qui sont parfois même éloignés de la fin de la vie. Ce qui fait peur, c'est l'explosion. On l'a vu dans les pays où ça a été légalisé.
c'est cette explosion de là ça correspond à 1 million de personnes, mais moi ce que je crains aussi c'est l'explosion de l'aide à mourir, enfin de l'euthanasie. Sur les enfants notamment. On écoute le ministre des Relations avec le Parlement, monsieur Laurent Pagny-Fous, qui lui était favorable à cette loi. C'est l'un des pionniers. C'est sans doute grâce à lui, voilà, c'est l'un des grâce à Yael Braun-Pivet et Emmanuel Macron que ce texte a pu passer aussi rapidement. C'était sa priorité, visiblement. Le triangle des Bermudes. Je veux saluer toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, petits ou grands, ont participé à cette décision. Experts, parlementaires, anciens rapporteurs, cher Olivier Falorni, ministres, députés, sénateurs aussi. Toutes celles et ceux qui ont fait que l'on soit pour ou contre cette loi, nous avons pu ici débattre de manière respectueuse de la position de chacun. Alors pour tout cela, à vous toutes et tous et au nom du gouvernement, merci d'avoir respecté les opinions de chacun d'entre nous. Merci de faire en sorte que ce vote ait pu avoir lieu dans ces conditions. Le mot essentiel que je veux rappeler, c'est-à-dire le respect de chacun d'entre vous. Un auditeur averti m'informe que Astrid Panosyan-Bouvet, la députée Ensemble pour la République, a voté contre la loi hier soir. Absolument. Alors qu'elle a une histoire personnelle extrêmement forte. L'a-t-elle exprimée un jour dans les médias ? Bien sûr. Alors je peux en parler. Bien sûr. Elle en a déjà parlé, donc je me permets de le faire. Son mari, le politiste Laurent Bouvet, qui était mon ami, m'envoie ce contact, était atteint de la maladie de Charcot. Il est parti dans des conditions décrites par votre invité à ma connaissance. Et donc c'est intéressant et important de voir que la députée Astrid Panosyan-Bouvet, qui était directement impactée par ce drame, eh bien, a voté contre la loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Avec beaucoup de courage, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la pression au sein des rangs macronistes pour voter cette loi. Il y a eu ça m'intéresse, Jules Torres. C'est-à-dire que les députés Renaissance n'avaient pas la possibilité de voter en leur âme et conscience. Alors, pour le coup, il y a eu une liberté de vote qui a été donnée dans tous les partis, mais on sait que Emmanuel Macron, Yael Braun-Pivet, Laurent Pagny-Fous, le ministre des Relations avec le Parlement, étaient extrêmement favorables à ce texte. Et si ce texte a été voté le 15 juillet 2026, c'est parce qu'il y a eu des pressions pour le voter. Et on sait très bien comment ça se passe dans ce genre de moment. On appelle un tel pour lui demander s'il est bien là, pour lui dire qu'est-ce que tu vas voter. On essaye de le convaincre. Donc évidemment qu'il y avait un certain nombre de pressions, comme il y a, disons-le quand même, à chaque texte. Sur tous les textes que l'Assemblée vote, en tout cas les textes importants, il y a des pressions. La question, et moi c'est ce que j'ai vu, parce que ce sujet m'intéresse et il m'a toujours intéressé et j'y suis très attaché, c'est de voir certaines évolutions, notamment au sein du bloc central, il faut le dire. Je veux trahir personne, mais pour avoir eu notamment des discussions, il n'a pas voté ce texte-là, mais s'il l'avait voté, il aurait sans doute voté contre. C'est le ministre chargé des Affaires européennes, Benjamin Haddad, qui est député de Paris. Il aurait sans doute voté ce texte il y a 2 ans, et puis en s'intéressant au sujet, il a décidé de changer d'avis. Charles Rodwell, dont vous avez cité le tweet tout à l'heure, était plutôt favorable à ce texte il y a 2 ou 3 ans. Il a changé d'avis. Donc c'est intéressant de voir qu'au sein du bloc central, il y en a beaucoup qui ont hésité et il y en a beaucoup qui ont changé d'avis à l'épreuve du réel. Laurent Frémont. C'est intéressant parce que le député tout à l'heure nous disait que c'était la personne qui décidait et que c'était pas l'État. Mais là, on a véritablement l'État qui détermine les critères d'éligibilité, qui trace finalement une frontière entre 2 humanités, ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le sont pas. C'est l'État qui va introduire ce droit dans le Code de la santé publique. C'est l'État qui va payer l'acte, la sécurité sociale, ce sera remboursé. C'est l'État qui va rembourser le poison létal. Donc c'est véritablement une implication très forte de l'État à chaque étape dans cette procédure létale. Et c'est le chef de l'État qui a accéléré le processus pour que cette loi soit votée pour avoir un bilan. Au 15 juillet prochain. Il s'est félicité hier que la promesse qu'il avait émise en 2022 a été tenue. Eh bien, on retiendra que l'une des seules promesses tenues, c'est celle qui va administrer la mort, celle promettant de faire de la protection des enfants une boussole pour le second quinquennat. On voit ce qui se passe actuellement. J'aurais pu vous parler aussi de la réforme des institutions, la réforme des retraites, les 100% d'exécution des obligations de quitter le territoire français, la promesse qu'il n'y ait plus un sans-abri, sans papier dans les rues la promesse d'ici la fin de l'année, sur la protection de l'enfance qui avait été faite en 2022. La Macronie.